Nous informons les visiteurs qu'en gros nous vous faisons vivre une expérience au cours de toutes ces 4 semaines. Tous les jours vous avez des gens qui viennent envahir le lieu, l'investir. Et aujourd'hui on a les gens du logiciel libre, puisqu'il y aura les rencontres du logiciel libre cet été en juillet. Donc n'hésitez pas à venir les rencontrer, ils sont toute la journée, même demain, sur le stand juste en face de moi. Et en fait vous allez pouvoir apprendre à faire du logiciel libre, à monter vous-même un Linux sur votre ordinateur. Vous avez Urban Focus qui se trouve juste à notre gauche, qui ont travaillé toute la semaine dans l'exposition et qui nous présenteront vers 12h30 leurs travaux, comment est-ce qu'ils ont travaillé dans un tiers-lieu. Et puis ce soir, un grand moment pour l'équipe d'Open Factory, le lancement d'une free party, puisque effectivement les free parties font partie de la culture des tiers-lieux. Elle était organisée avec Corinne et puis tous les mouvements finalement des free parties stéphanois. Et on a aujourd'hui un invité d'honneur, puisque c'est Lionel. Corinne va nous présenter son invité. Lionel, sociologue, et qui a travaillé sur ces sujets. Donc n'hésitez pas à venir vous asseoir, on vous fait vivre ce qu'on vit dans les tiers-lieux, des gens qui travaillent dans leur coin, d'autres qui se mettent à discuter autour de la machine à café. Là on est parti pour 1 heure, parler des free parties et des choses comme ça. Bonne journée à vous, et à 15h pour la visite du concierge. Alors, si vous êtes intéressé par le sujet des free parties, n'hésitez pas à vous approcher et vous asseoir avec nous. Alors, donc Lionel, bonjour. Bonjour. Donc Lionel, tu as été considéré longtemps comme le sociologue des free parties parce qu'en 2002, tu étais très lié au mouvement des teufeurs et particulièrement à cette loi Vaillant qui a changé complètement la vision et puis donc le déroulement des free parties et leur culture. Donc bienvenue dans cette exposition Tiers-lieux for the World, et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que sont maintenant les free parties et de ce qui est pour toi l'essence d'une free party? D'ailleurs, d'abord, merci de m'accueillir. Oui, le sociologue des free parties, non pas tellement que je sois le meilleur, mais que je sois à peu près le seul, parce que ce n'est pas un sujet, évidemment, qui attire forcément des milliards de sociologues, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'autres sujets intéressants à travailler. Avant de parler des free parties, il faut essayer de mettre ça par étapes, et on va peut-être commencer à parler de la musique techno. Parce que c'est la musique techno qui a entraîné une modification du cadre, de l'environnement dans lequel on écoutait la musique, et qui a entraîné plusieurs étapes, le club, les raves, et puis enfin les free parties. Alors, la musique techno, c'est quoi? En fait, c'est issu d'une évolution de la funk et du disco à la fin des années 70. Et puis, puisque nous avons des invités aujourd'hui plus particuliers sur l'informatique, l'évolution de l'informatique et de l'électronique qui rendait de plus en plus facile l'utilisation de l'un pour travailler, sampler, manipuler la musique. Et donc, au début, évidemment, très naturellement, ce qui n'est que, c'est pas péjoratif, ce n'est qu'une innovation artistique, pas organisationnelle, va naturellement vers les lieux classiques d'audition de la musique. Donc, comme ce n'est qu'une innovation musicale, elle se déploie au début dans les clubs. Alors après, on va reconstruire une mythologie de la techno, oui, mais dans ce qu'on appelle la Rust Belt, c'est-à-dire cette partie des États-Unis désindustrialisée autour de Détroit, dans le Minnesota, parce que c'était des lieux désaffectés, on crée une musique désaffectée. Oui, ça c'est la mythologie qui s'est construite plus tard, fin des années 90, début des années 2000. En fait, au début, il y avait juste cette innovation musicale-là qui s'est faite en effet plutôt aux États-Unis, mais en plus aux États-Unis, elle n'a pas rencontré trop de difficultés, on va dire, institutionnelles à se développer sous quelque forme que ce soit, parce que les Américains ont plein de défauts, mais ce sont des libéraux au sens anglo-saxon du terme, et ils ont un rapport à l'espace qui fait que chacun fait à peu près ce qu'il veut dans un endroit vide. Par contre, comme il y avait des connexions culturelles très fortes avec l'Angleterre, cette musique techno est arrivée aussi très vite en Angleterre. Alors, la question de l'origine est toujours discutable, évidemment, mais en fait, c'est plutôt ce mouvement-là, va-t-on dire. Et là, en fait, les conditions vont plus du tout être les mêmes. Déjà parce que l'Angleterre, elle, vit sous la période, on est dans les années 80, vit sous la période thatchérienne, qui n'est pas une période de pleine ouverture du gouvernement sur les cultures juvéniles en général. C'est par exemple sous le gouvernement Thatcher, et ça va avoir un impact sur notre musique, qu'on oblige les clubs et les bars à fermer à 2h du matin. Tous, à quelques exceptions près. Donc évidemment, cette musique qui se déployait sur du temps long
avait du mal en fait à ce qu'à 2h du matin le lieu ferme et que chacun doive rentrer chez soi parce qu'il fallait être en forme le lendemain matin pour travailler. Donc les soirées commençaient dans ces lieux classiques d'audition de la musique, et à 2h du matin, quand on était obligé de fermer policier à la porte parce que c'était la règle, eh bien les amateurs cherchaient d'autres endroits pour continuer en fait de façon plus ou moins sauvage, plus ou moins désorganisée, de continuer à écouter leur musique. Et c'est le début justement de l'investissement d'autres lieux pour écouter de la musique, et en particulier des lieux désaffectés par définition, donc des hangars. On va parler de warehouse music du coup à partir de là. Et en parallèle, un autre format se crée pour écouter spécifiquement cette musique techno, c'est les raves. C'est-à-dire non pas un concert qui dure, on pouvait durer des concerts, même s'ils étaient rallongés, on ne sait pas, on va dire de 21h à 2h du matin, mais des lieux qui sont organisés pour écouter de la musique pendant 24-36 heures. C'est ça les raves en fait. Mais là aussi, encore au début, on est dans une organisation somme toute assez classique de la musique. Vous avez des artistes qui sont payés pour jouer, des producteurs qui structurent l'événement et qui investissent, et des auditeurs, des spectateurs, des consommateurs, des usagers qui viennent, qui payent et qui viennent écouter leur musique. Sauf qu'au fur et à mesure en fait où le format va bouger, ce que Durkheim aura appelé cette division sociale du travail, elle aussi va bouger. C'est-à-dire au fur et à mesure où le cadre s'affaiblit, institutionnel s'affaiblit parce qu'on va dans de nouveaux lieux, on se débrouille pour que la musique existe, on est un peu dans l'illégalité, eh bien cette division-là va s'affaiblir. On va considérer qu'après tout, on n'est pas obligé de passer par des producteurs et pour payer le lieu, parce que par définition le lieu est vaguement squatté. Et puis on a aussi une grande démocratisation de la musique qui fait que plein de gens se lancent dans la musique, et après tout, tout le monde peut accéder aux platines pour jouer quelques heures. Et donc il y a une espèce de mélange qui se crée de sentiments d'appartenance, mais sans cette division du travail qu'on trouve dans d'autres lieux d'audition de la musique. La grande période des rave parties, en Angleterre en particulier, c'est le milieu des années 80, 86, 87, 88, ce qu'on appelle les Summer of Love. Et c'est là aussi que les raves atteignent un tel succès qu'elles deviennent une question, et parfois même un problème, d'ordre public, qui va encore accentuer l'opposition des institutions en général et du gouvernement en particulier à ce genre d'événements. Et donc on en arrive quelques années après Thatcher, donc sous un Premier ministre qui s'appelle John Major, à une loi qui interdit tous les rassemblements pour écouter de la musique répétitive avec plus de 5 personnes. On a un peu des lois qui ressemblent à ça chez nous aussi maintenant. Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Alors, ça arrive. Ça peut paraître assez hallucinant comme ça, mais bon, l'Angleterre, qui est une très grande démocratie, sûrement peut-être même plus démocratique que la France, n'a pas de constitution qui permet de réguler les lois, et donc cette loi est passée. Elle ciblait évidemment très particulièrement la musique électronique et les rave parties. Elle n'est pas passée si facilement que ça, parce qu'il faut savoir par exemple qu'il y avait beaucoup de gens très 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 éloignés des musiques électroniques qui ont été assez choqués par cette loi-là. Le soir même de l'application de cette loi, il y a eu un concert gratuit organisé par le Royal Symphonic Orchestra qui a joué le Boléro de Ravel, musique répétitive silanais, et qui a réuni plus de 5 personnes uniquement pour narguer déjà le pouvoir politique à l'époque par des gens, le Royal Symphonic Orchestra, qui n'étaient pas tout à fait des teufeurs ou des rêveurs acharnés. Mais il s'avère que la loi étant là, les gens qui aimaient ces musiques-là vont se voir de plus en plus malmenés par les autorités publiques, ce qui va entraîner, heureusement pourrait-on dire pour l'Europe continentale, un mouvement de fuite de ces amateurs de musique et de ces musiciens de musique techno sur le continent, et c'est l'arrivée d'une certaine façon de la musique techno significativement en Europe continentale. Évidemment, il y avait déjà des ponts, quand je vous dis, il n'y a pas un événement déclencheur chaque fois qui induit, c'est des flux qui à un moment donné se métabolisent de façon plus significative. Et donc on a au tout début des années 90 l'arrivée de ces musiciens-là qui avaient déjà été habitués par les lois anglaises
à faire de la musique plus ou moins en secret, plus ou moins illégalement, et donc hors des dispositifs classiques d'audition de la musique, les salles de concert et les clubs. Et donc un des premiers, celui qu'on symbolise souvent, sound system anglais qui a débarqué en France, c'est les Spiral Tribe, qui donc débarquent en plus à Paris et en Bretagne, forcément pas très loin du Royaume-Uni, et qui commencent par flyer dans le métro pour organiser leur soirée. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer maintenant, mais qui se fait beaucoup dans les années 90, 91, 92, 93. Et ça rencontre tout de suite un grand succès, parce que pour rester dans la tonalité de ce lieu, cette forme désorganisée de la musique donne un peu à chacun le sentiment qu'il lui-même il peut le faire. C'est-à-dire que, alors qu'on ne se considère pas comme pouvant naturellement s'installer avec quelques amis à se mettre à apprendre le violoncelle, le piano, le violon, et puis 2 à organiser des concerts sauvages de musique classique n'importe où, ça va se faire assez naturellement avec cette musique techno. Et si vous me le permettez, je vais faire une petite parenthèse un tout petit peu sociologique, je vais essayer de ne pas être ennuyeux. Quel type de population, quelle est la spécificité de la population qui écoute de la musique techno? On a entendu beaucoup de choses, parfois même pas très sympathiques, en disant que c'était une musique de blanc, que parfois même que c'était une musique de facho. Ce qui est vrai, c'est que, alors, ce n'est pas vrai pour les grands artistes qui passent par des mécanismes différents, mais pour ces gens qui organisaient ces événements du commun, on est quand même plutôt, au moins en France, mais c'est un petit peu vrai quand même en Allemagne, et donc dans cette Europe continentale qui rencontre le mien, on est plutôt sur une musique qui se développe dans les zones rurales et qui est plutôt une musique de classe moyenne. Alors comment l'expliquer? Et puis donc comme elle est 1 en zone rurale et 2 en classe moyenne, oui, mais mécaniquement c'est plutôt une musique blanche qu'une musique issue des minorités, même si dans les musiciens on peut retrouver des représentants de ces minorités. Mais comment? Alors c'est compliqué à analyser. Moi je vole volontiers, j'emprunte une théorie à Pierre Bourdieu dans un ouvrage qu'il a fait qui s'appelle Un art moyen et qui travaille sur la photographie. Et en fait il explique pourquoi dans la photographie, y compris à vocation artistique, on retrouve plus les classes moyennes que dans d'autres arts. Et en fait, ce qu'il explique, je suis assez d'accord avec lui, et en plus je pense que ça marche aussi pour la musique techno, c'est-à-dire que le rapport à l'art, on le sait, est évidemment plus développé, passe plus par la transmission familiale et culturelle dans les milieux aisés. On met au solfège, on met au piano, on amène à l'opéra, les enfants. C'est un peu moins vrai dans les classes moyennes, et donc du coup il y a un côté « ce n'est pas pour moi ». C'est ce qu'on appelle en sociologie le plafond de verre. On s'interdit des choses. Et en fait, l'appareil photo, le côté technique, rassure les classes moyennes, et donc leur disent bah, après tout, puisqu'il y a une dimension technique à cet art, et qu'après tout la technique, j'ai une perceuse, j'ai un ordinateur, c'est quelque chose que je maîtrise plus facilement, qui n'est pas culturellement, qui ne me paraît pas aussi accessible que le solfège ou que le violon, je me lance. Et en fait, ce qui est vrai pour la photographie, à mon avis, et qui explique le succès de la photographie dans les classes moyennes, est aussi vrai pour la techno, avec le côté platine, le côté ordinateur, qui paraît moins dans un monde lointain que les arts nobles, entre guillemets. Vous comprenez bien que je prends mes distances avec ce terme-là. Et donc, ça autorise, ça permet plus de gens à se lancer. Auquel se rajoute en plus, et c'est important, le fait du coût financier, l'investissement financier, somme toute assez modeste. Des platines, même à ces époques-là, c'est vite autour de 1000-1500 euros, ce qui est à la fois une dépense, mais qui n'est pas une dépense inimaginable non plus comme investissement. Donc chacun se dit, je peux me lancer. Sauf qu'à partir du moment où on se dit, je peux me lancer, ce qu'on a envie aussi, c'est de se produire. Et évidemment, là aussi, les lieux officiels où on peut se produire sont limités. Tout le monde ne peut pas jouer dans les clubs, encore plus quand on sait que la musique techno avait mauvaise réputation et qu'on ne laissait pas tellement les clubs que ça jouer de cette musique-là. Mais après tout, réunir une cinquantaine de copains qui parlent le mécanisme dit du téléphone arabe deviendront 500 pour se réunir dans une montagne noire dans l'Aveyron, dans le Tarn, ou dans une usine désaffectée sûrement à Saint-Étienne, ça c'est pas très compliqué. Et donc on se retrouve avec des événements comme ça, et des équipes, des communautés juvéniles qui vont s'organiser, se structurer autour de ces événements-là, qu'on va appeler des sound systems, parfois de façon un petit peu plus romantique, et des tribus techno.
et qui sont des jeunes gens qui, d'ailleurs, par un mécanisme de constance anthropologique qu'on retrouve à bien des époques et dans bien des secteurs, vont vivre en communauté, vont partager pour y faire face à leur précarité et vont vivre quelques années de ce que l'on pourrait appeler de bohème, pour employer un vocabulaire du début du XXe siècle, somme toute assez classiques et qu'on peut retrouver dans plein d'endroits. Vous savez, beaucoup de ces gens-là vont après se retrouver dans les squats. Les squats, là aussi, il y a toute une histoire qu'on peut reconstruire, mais on est souvent sur le modèle des squats anarchistes du fin du XIXe siècle pour montrer la première étape de l'histoire moderne des squats, on va dire, chez nous. Donc tout ça pour se montrer que ces façons de vivre-là, de vivre ensemble ces passions, ces amitiés électives et dans des conditions souvent financières difficiles et qui expliquent pourquoi les gens mutualisent leurs biens, leur lieu de vie, etc. Ben voilà, on l'a retrouvé partout et quelque part les centres systèmes de free party, ce n'est qu'une expression parmi d'autres de ces liens, de ces affinités électives et affectives. Et ça rencontre un vrai succès. Donc dans la fin de ces années 90, il y a de plus en plus de centres systèmes. En France, on les estime à 150, 250. On estime à 300 000 participants réguliers à ces événements-là. Et pour leur plus grand malheur, ils commencent à attirer l'attention des médias aussi parce que de toute façon, ils grossissent. Et qu'un événement qui au début, quand vous faisiez une petite free party de 150 personnes perdues dans une prairie, bon, ben, ça passait invisible. Au fur et à mesure où d'ailleurs la free party qui durait une nuit et qui plaisait beaucoup, donc des gens se sont dit mais pourquoi s'arrêter à une nuit? Peut-être qu'on peut faire ça pendant 2 jours ou 3 jours. Et au lieu que ce soit autour d'un sound system, c'est-à-dire une source de musique, on peut inviter plein d'autres sound systems. Alors vous voyez, le sound system par métonymie, c'est à la fois le système de sonorisation, ce que vous voyez ici, et le nom de l'équipe humaine qui s'occupe du dispositif. Vous écrivez petit s quand vous parlez de celui-ci, vous écrivez S majuscule quand vous parlez du collectif humain. Et justement, tu parles de... Maintenant, on est à l'ère de la communication, on a tous des téléphones portables, on a Internet, on a tout ça. À l'époque, comment ils faisaient pour se réunir autant? Parce qu'on était encore au téléphone fixe ou au tatou. Je sais pas si on moi, se souvient des tatous. Ça, c'était pour les bourgeois, ça, les tatous. Ah, mais nous, c'est comme ça qu'on avait la route des free parties. Moi, nous, on avait, donc, il y avait des messageries automatiques qui s'appelaient les 3672. Et en fait, donc, on avait un début de plan. Alors, au début, moi, sans trahir mon histoire, j'ai d'abord été participant de free party, puis après, j'étais organisateur. Et donc, on savait qu'il y avait une free party qui allait avoir lieu quelque part, des flyers avaient distribué, mais comme c'était secret, on ne connaissait pas le chemin. On disait juste, ça sera dans telle région, tel jour à telle heure. Donc on se dirigeait vers la région tel jour à telle heure, et puis là, l'infoline s'activait, donc on devait trouver des cabines téléphoniques. On appelait un 3672, ça nous coûtait une fortune en plus à l'époque, 10 francs pour avoir la connexion, on était encore en francs. Et donc on nous disait, oui, mais là tu avances jusqu'à la RN 17, après il y a un grand container de récup vert. Évidemment, quand vous ne connaissiez pas la région, vous perdiez pendant des heures. Donc après, évidemment, il n'y avait toujours pas de téléphone partout. Il fallait retrouver une cabine téléphonique pour repayer, pour retrouver une indication. Et là, vous arriviez enfin au fameux récup vert où il n'y avait personne. Parce que ce soit réellement, à l'époque, ou pas réellement pourchassé par la police, il y avait quand même une mythologie d'être poursuivi par la police. Et donc, il y avait des passeurs. C'est-à-dire qu'on mettait quelqu'un près du lieu qui regardait si les personnes qui arrivaient, ils avaient bien des têtes de jeunes pour faire des fêtes et que c'était pas du tout des vilains policiers en bleu ou des gendarmes, parce que c'était souvent des gendarmes en zone rurale, pour venir arrêter. Et donc si vous aviez l'air à peu près correct, on venait vous voir, on disait bon, tu continues encore jusqu'au grand sapin sur 800 mètres, là il y a un chemin de terre, et puis là tu entendras la fête. Et si vous preniez ça, vous vous perdiez encore 3 fois, vous creviez, vous mettiez la voiture dans le fossé, vous continuiez à pied, il y avait de la boue, et en fait vous entendiez et c'était le lieu. Et donc ce lieu que vous pouvez imaginer, et ça c'est intéressant aussi en termes de rapport à la musique, c'est que c'est dans ces free parties, à la différence d'autres branches de la musique techno, il y avait une volonté de faire disparaître le musicien et l'artiste. C'est-à-dire qu'on était là pour une logique collective, on n'était pas là pour une logique de vedettariat. De fait, c'était quand même souvent à la fin les DJ qui partaient avec les jolies filles. Mais c'était... Pas les sociologues. Non, jamais. Plus tard. Bon, bref. Et donc, on avait même, par exemple, des sound systems qui avaient théorisé la disparition du musicien et qui cachaient donc les DJ derrière
trucs de camouflage, etc., pour que les gens soient plutôt vers la source de la musique. Et donc, on a donc ces images, cette esthétique très dure, où on voit des gens en kaki, au traits fatigués, entourés de bière, et qui dansent sous une forme, alors c'est pas du tango hyper sophistiqué, les danses de free party, donc sur une danse assez régulière, face au mur de son, c'est-à-dire ce son de système, imaginez, vous le voyez là, c'est un peu plus grand quand même. Et parfois même ça pouvait faire 10, 15, 20 kW de son, voire même parfois plus. Et donc ils dansaient face au son comme ça, et pas du tout face à l'artiste qui était soit derrière, soit à côté, soit caché, mais en fait on s'en fichait. Donc tout ce mouvement commence à se déployer, les technivals commencent à prendre de plus en plus de place et de plus en plus de taille, et donc commence à être un véritable problème d'ordre public. Parce que, alors évidemment, on va pas se mentir, comme toutes ces musiques populaires juvéniles, elles étaient articulées sur de la consommation de stupéfiants. Le premier étant d'abord évidemment l'alcool. C'est celui qui est sûrement le plus consommé dans ces fêtes-là, mais comme à peu près toutes les fêtes. Mais derrière, il y avait toute une série d'autres stupéfiants, eux, illégaux, et en particulier les deux qui rentraient les plus en cohérence avec apparemment la musique techno et les états de transe qui allaient avec, c'était l'ecstasy, le MDMA, et le LSD, les acides. Donc il y avait un discours de santé publique logique, articulé contre ces événements-là, mais quand on regarde bien, c'était surtout l'autre problème, c'était celui de l'ordre public. Parce qu'au fur et à mesure où ces événements grandissaient en taille, et dans des endroits qui n'étaient absolument pas faits pour ça, et avec un niveau d'organisation qui même était plutôt avec des acteurs qui faisaient ce qu'ils pouvaient pour limiter la casse. Un peu autogéré quand même. Un peu, mais voilà, un peu autogéré, il y a un peu surtout. Ouais, voilà. Donc ils faisaient des efforts, alors évidemment le matin ils passaient avec des sacs poubelles pour ramasser les canettes, les machins, etc. Mais comme ils n'avaient pas l'infrastructure derrière, bon, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient dans un coin du champ et ils laissaient tous les sacs poubelles. Ceux qui les mettaient dans un camion pour les amener à la déchetterie, c'est comme les poissons volants, hein, ça existe, mais c'est pas la majorité de l'espèce quand même. Donc forcément il y avait des dégâts. Objectivement il y avait des dégâts. Et objectivement, dans cette logique de transe particulièrement efficace engendrée par ces musiques-là, il y avait des personnes qui partaient très très loin dans les excès. Ceci articulé d'ailleurs sur une période d'âge, on va dire 18-25 ans, qui est aussi celle, parce que l'anthropologue David Le Breton appelle les ordalies juvéniles, et c'est jusqu'où je peux pousser mes limites pour tester mes résistances, pour tester ce que je suis. Et donc on avait des gens qui étaient en très mauvais état, de temps en temps, pas beaucoup, qui mouraient. Je rappelle que la grande période des free parties de Technival, on va dire autour des ans 2000, les morts, c'est pour 300 000 personnes qui se réunissent régulièrement, c'est 1,8 par an. C'est beaucoup. Mais bon, c'est toujours beaucoup pour la 1,8 personnes qui meurent. Mais c'est pas non plus... ça n'a rien à voir avec d'autres types d'événements, comme je veux dire, plus de gens meurent en rentrant de discothèque sous que dans les free parties. Bref. Donc, est-il toujours que cette visibilité, cette augmentation, ce succès populaire d'un côté, et cette visibilité tant sur la question de la santé publique que sur la question de l'ordre public, enclenche très logiquement, comme en Angleterre, 15 ans plus tôt, une réaction institutionnelle. Alors, nous n'étions pas ni sous Thatcher, ni sous Major, on était sous Jospin. C'est quand même moins agressif comme personnalité. Mais est-il toujours que suite à un Technival, parce que, alors il y avait des traditions qui s'étaient créées, comme en particulier les Technival du 1er mai, du 15 août. Technival, c'est devenu une marque maintenant? Non, c'est pas du tout. Aucune idée. Tous se déposent souvent maintenant. Et donc d'un Technival qui avait atteint une taille particulièrement significative et une médiatisation tout aussi significative, dans le cadre d'une loi de sécurité, comme tous les gouvernements en font passer, ce qui est normal, mais vraiment en plus, qui n'était évidemment pas prévu pour la question des musiques électroniques, c'était une loi de sécurité, et donc c'était entre deux amendements, l'un sur la stérilisation des pitbulls qui étaient dangereux, et sur les rassemblements dans les cages d'escalier qui étaient problématiques à cause des dealers, un député de droite dans cette majorité de gauche, sous Jospin, qui s'appelle Thierry Mariani, député à l'époque du Var, très proche, comme on dit pudiquement, des milieux de la nuit, fait passer un amendement permettant la saisie des sound systems, petit s, pas des gens, mais des objets, et des véhicules les transportant.
qui sont souvent, pour ce milieu-là, qui était aussi un petit peu leur maison parfois, parce qu'il y avait toute une tradition, un fantasme du nomadisme dans ce milieu-là, où il fallait avoir son camion, vivre dedans, ça permettait d'aller de free party en Technival partout en Europe continentale, parce que le mouvement s'était déployé au fur et à mesure vers l'Europe de l'Est. Et donc cette loi, c'était assez fascinante. Donc moi à l'époque j'étais en première année de thèse de sociaux et je faisais ma thèse sur ça, sur les free parties. Et évidemment, ce mouvement-là était suffisamment, à mon avis, petit et insignifiant, quelle que soit l'affection que j'ai pour lui, c'est pas quelque chose de très important pour la société française, les free parties. Et donc je pense que les acteurs politiques se sont dit, on va pouvoir les faire disparaître sans difficulté. Et nous, on s'est dit, on va rien pouvoir faire contre. Allez comprendre pourquoi cet événement a pris sur cette période-là une taille absolument disproportionnée par rapport à la réalité des événements et des populations mises en compte. Et donc, il y a eu, dans ce printemps 2001, il y a eu des manifestations, il y a eu des couvertures de Libé, du Monde, votre humble serviteur, parce que vous savez, quand les médias s'intéressent à un sujet, il faut un expert, il n'y en avait pas, sauf le malheureux étudiant de première année, de doctorant de première année que j'étais, et donc je ne comprenais pas, j'avais 25 ans, j'étais terrorisé, et j'avais tout le monde qui m'appelait au téléphone pour dire est-ce que vous voulez pas faire passer un papier dans le Monde, est-ce qu'on vous fait une tribune, est-ce que vous voulez passer sur TF1, sur France 2? Alors je disais non, je disais oui, je le faisais, je le faisais pas. Donc, bref, et on était terrifiés quelque part de la médiatisation qu'on allait susciter, mais qui faisait que du coup on pouvait avoir une aura disproportionnée par rapport à ce qu'on représente. Et c'est devenu tellement un problème politique que le soir même de la fête de la musique, le Premier ministre lui-même, Lionel Jospin, a dit bon, on va retirer cet amendement parce que ça fait trop de problèmes. On était même venu à être un problème pour le Premier ministre de l'époque. L'été passé, avec toute... Alors, la médiatisation, là, atteignait encore évidemment avec cette histoire à niveau. C'est-à-dire que les free parties qui faisaient 1000 personnes, elles en faisaient 15 000 désormais, et les Technival qui faisaient 10 000 personnes, ils en faisaient 60 000. Avec tous les problèmes d'ordre public et de santé publique accentués de façon géométrique, tels que vous pouvez les imaginer. D'une communauté d'insoumis un petit peu petite, t'es passé à une communauté qui s'est agrandie à cause de la médiatisation. Oui, puisqu'il n'était plus une communauté du coup. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que la communauté, par définition, comme dirait Tonys, un sociologue, elle se définit par un petit groupe qui se reconnaît et qui se connaît. La société, c'est un grand groupe qui ne se connaît pas. Et donc, du coup, les mécanismes de responsabilisation qui marchent lorsqu'on est quelques dizaines ne marchent plus lorsqu'on est quelques milliers. Ça, c'est une règle... Le small is beautiful, vous voyez, parce qu'on sait très bien que quand un fonctionnement atteint une certaine taille, il faut des infrastructures politiques pour le gérer, il ne peut plus s'autogérer. Et ce mouvement-là a quelque part perdu le contrôle sur sa croissance et est devenu objectivement ingérable pour tout le monde. Il s'avère que les lois ont des mécanismes de balancier, et donc la loi qui avait été annulée par la volonté du Premier ministre pendant la fête de la musique, eh bien, elle devait repasser devant le Sénat fin septembre. Or, qu'est-ce qui se passe? Il y a les jeunes, le 11 septembre, et je ne vous cache pas qu'après le 11 septembre, toutes les lois sécuritaires ont passé comme elles voulaient, dans toutes les assemblées, et donc l'amendement est remis au Sénat dans le passage, sans aucune difficulté, et là, les pauvres teufeurs et sans système et sociologues vont beau faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de bloquer, la société n'entend plus. Et donc, cette loi entre en vigueur, c'est même intéressant, ça va être le dernier décret d'application du gouvernement Jospin en mai 2002, avant qu'il perde les élections. Donc du coup, alors là aussi, relativisons un petit peu les choses. Votre humble serviteur organisait des free parties dans les années 98-99 dans le sud-ouest de la France. J'avais déjà eu mon centre système saisi bien avant la loi dite marianiste, c'est-à-dire que les gendarmes avaient quand même la possibilité de faire un peu ce qu'ils voulaient, même si ça passait devant un tribunal qui 2 ans plus tard vous rendait le matériel. Bon, ben, c'était 2 ans plus tard. Moi, par exemple, on nous a poursuivi pour agression sonore répétée. C'était pas entièrement faux non plus, mais il ne faut pas non plus exagérer. C'était un peu précis. Et si le matériel c'était de la location, ils pouvaient le saisir aussi? Oui, ils pouvaient le saisir aussi. Ça posait des problèmes d'argent qui donnaient lieu à des négociations avec. Alors souvent, en plus, les milieux de location et les milieux des free parties étaient très proches, et parfois c'était les uns qui étaient les salariés des autres. Donc voilà, il se passait des choses, mais il y a eu des situations qui étaient
de l'extérieur qui peuvent paraître évidemment anecdotiques, mais qui pour des jeunes gens qui étaient dans une situation financière et économique toujours un petit peu fragile, pouvaient être un peu catastrophiques avec se récupérer des dettes de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Quand vous avez 22 ans et que vous vivez de pas grand-chose, sans que ce soit grave, c'est pas facile. Et donc, on se retrouve... Mais donc, du coup, le mouvement avait bien compris qu'il pouvait faire face par le nombre, et qu'évidemment, les policiers et les gendarmes pouvaient arrêter une free party, surtout qu'avec l'interdiction, elle s'était réduite de taille, parce que les gens avaient peur, donc il y en avait moins, et ceux qui le faisaient avec plus de risques. Donc, mais annuler une free party, c'était pas très compliqué, parce que justement, on réunit quelques voitures de gendarmerie, et on arrive à les arrêter. Mais du coup, le mouvement a surinvesti les Technival en disant, Technival, ils pourront pas nous arrêter. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les Technival, en plus, comme il y avait de moins en moins de free party, mais les Technival étaient encore plus gros, parce que les gens en profitaient de ce moment-là pour y aller. Et en effet, là, l'État pouvait difficilement intervenir sans que ce soit un encore plus grand problème d'ordre public. Et est arrivé un phénomène assez mystérieux, qui fait que donc la droite revient au pouvoir en 2002, et le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui devait gérer plein de choses, et accessoirement ça, était un certain Nicolas Sarkozy. Donc je ne pense pas qu'il ait été un fan de musique techno et de free party absolu, mais on peut lui reprocher bien des choses, mais pas d'être totalement stupide, c'était même un petit malin. Et donc il a dû se dire, mon interprétation, que après tout, sur ces événements-là, il y avait peut-être moyen de se faire une bonne image pour pas trop cher. Et donc il décide d'accompagner les Technival en disant... En proposant au centre système, en disant faites un partenariat avec nous, et si ça se passe bien, on vous laisse faire. Mais vous acceptez qu'il y ait des bennes, qu'il y ait, pour mettre les poubelles, qu'il y ait des services de Croix-Rouge pour, au cas où vous ayez des accidents, etc. etc. Et donc, ces Technival légaux vont évidemment diviser le milieu techno. Certains ont de toute façon envie de profiter de la possibilité pour continuer de faire ce qu'ils aiment et ce qui les constitue comme communauté juvénile et artistique. D'autres vont dire que c'est hors de question parce que c'est se commettre non seulement avec l'État, mais avec une des figures les moins sympathiques de l'État, en l'occurrence. Mais de fait, on va s'apercevoir que ces Technival légaux vont avoir lieu et vont rencontrer un très grand succès. Mais, et c'est là peut-être ce qui nous intéresse ici, aussi d'un point de vue presque sociologique ou philosophique, c'est que cette normalisation va affaiblir et assécher le mouvement. C'est-à-dire qu'il va démobiliser une partie des acteurs parce que on va dire que c'était... Alors, attention, au mot que j'utilise, quand je parle de sociologie de la déviance, chez moi, la déviance, c'est pas péjoratif en disant inférieur, ça veut dire comportement minoritaire par rapport au comportement majoritaire. Et donc, cette culture des free parties, à la différence de la musique techno plus généralement, elle se construisait aussi en ayant l'impression d'être une minorité s'opposant, gentiment, mais s'opposant quand même à l'institution et à l'État. Or, il y a toujours une recherche de subversion, voilà, quand même, des choses à dénoncer. Or, en leur disant allez-y, on vous accompagne, mais quelque part ça démagnétisait ou ça démonétisait cette dimension-là, et ça va avoir en effet un effet affaiblissant sur ce mouvement. Mais ce qui va arranger en fait tout le monde, comme je vous ai expliqué, les centres systèmes n'avaient plus la capacité de gérer des événements d'une taille qui les dépassait et qui les débordait. Et ils se retrouvaient face à une contradiction éthique qui était à la fois nous faisons de la musique pour le plus grand nombre et nous voulons que tout le monde puisse profiter de ce dispositif particulier qu'est la free party et que nous considérons comme fort, et en même temps on est obligé de le cacher parce que sinon il va y avoir trop de gens et ça va nous poser plein de problèmes. Vous voyez, c'était une vraie difficulté. Et donc on va avoir durant ces années 2000 un affaiblissement quantitatif du mouvement, une fin de la médiatisation qui va en fait à la fois réduire la taille des événements et réduire le nombre de crews, enfin le nombre de centres systèmes sur le territoire et le nombre d'événements. Alors que les Technival, plus ou moins légaux, parce que des fois il y aura des jeux de puisque vous ne donnez pas ça, on fait semblant de ne pas être d'accord avec vous, mais en fait c'était quand même construit en partenariat. Et donc on va avoir une baisse de ce mouvement des free parties jusqu'au tour des années 2010-2012.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a toujours 1 ou 2 technivals plus ou moins légaux par an qui réunissent entre 10 et 15 000 personnes à peu près, pour autant qu'on puisse compter ça avec précision. Et d'après la gendarmerie, qui est l'organisme qui recense les événements légaux, on a autour de 500 événements par an sur le territoire français, de taille beaucoup plus réduite qu'avant, qui réunissent, on va dire, entre 50 et 500 personnes, en gros. Et donc avec un nombre de sound système qui est sûrement passé à des 250 dont je vous parlais dans les grandes époques des années 2000. Ah, c'est difficile à mesurer parce que vous pensez bien qu'on ne s'inscrit pas sur une liste officielle pour dire attention, je suis un sound système, comptabilisez-moi. On pense qu'il y en a à peu près voilà, entre 50 et 70. Alors après, qu'est-ce que c'est est-ce que c'est une bande de potes qui se réunissent une fois de temps en temps? Est-ce que c'est un sound système? Bon, c'est le problème des logiques informelles. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'objectivement, alors que la Free Party était née de la lutte contre les musiques électroniques, eh bien les musiques électroniques, elles, en général, maintenant, sont devenues, alors pas banalisées en termes de qualité artistique, je ne parle pas du tout ça, mais banalisées quand même, tout le monde peut l'écouter, et il n'y a plus beaucoup d'endroits où on vous interdit de jouer sous prétexte que vous allez passer de la technique. Donc la musique électronique elle-même s'est banalisée, elle est rentrée dans les jingles, elle est rentrée dans les événements, quels qu'ils soient. Et donc du coup, mais les free parties, parce que justement, à mon avis, par toutes les raisons que je vous ai expliquées, ont toujours, suscitent toujours chez ceux qui y participent le mythe de la communauté, de la bande de jeunes, de l'autonomie, etc., ont atteint un seuil bas, mais qui n'a pas disparu, parce que justement, ce genre d'organisation et de dispositif, qui est plutôt sur une sociologie de la jeunesse, hein. Il n'y a pas beaucoup de systèmes de quadras ou de quinquagénaires. Et puis même les quadragénaires, on peut arrêter, on peut en connaître. Mais existe toujours, et j'ai tendance à penser, sous une jauge basse, existera toujours. Voilà rapidement pour faire une présentation générale. Après, je ne sais pas comment Corinne voit la suite de nos échanges. Alors, il y a Antoine Buret qui vient d'arriver, donc qui travaille, lui, qui est donc jeune docteur depuis le mois de janvier sur donc les tiers-lieux. Donc les tiers-lieux, c'est un peu le processus qu'on a cherché à illustrer ici. Donc Antoine, si tu veux bien nous rejoindre. Non, on n'a plus le temps. Bon bah merci Lionel. Alors. En fait, on va surtout profiter. Non, Antoine, il va faire des conférences aussi. Et le but de cet atelier, c'est pas justement des conférences. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. On va passer à des questions. C'était en dire qu'on est en train de faire vivre l'expérience tiers-lieu donc aux visiteurs. Et nous, on le sait, dans nos tiers-lieux, il y en a qui sont en train de bosser des fois tout seuls, d'autres en train de fumer une clope, mais en même temps ils entendent. Puis il y a le petit coin café, on va dire. Et là, les gens se mettent à faire une petite conf. T'as vu, on était 3-4. Et les gens comme ça, ils peuvent venir, ils peuvent s'asseoir sur les chaises Enzo Marie en open source. Qu'on a dans l'expo, et c'est une manière pour eux de comprendre l'expo. Il y a du monde qui commence à arriver. Cette exposition est compliquée puisque c'est de la sociologie, les tiers-lieux, donc exposer de la sociologie, tu vois, c'est pas facile. Et donc on a la chance d'accueillir voilà, des gens comme toi tout au long de cette biennale, et nous on voudrait plutôt pouvoir poser des questions. Bien entendu, j'espère bien qu'Antoine va en poser, parce que moi j'en ai plein en tant que commissaire aussi de l'expo, le lien avec les squats. Mais d'abord, est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir? Donc c'était une présentation donc, de Lionel, qui est sociologue et qui a fait une thèse sur justement, c'est quoi le nom de la thèse exactement? Les socialités et les sociabilités des centres systèmes organisateurs de free party. C'est toujours chiant. Alors, merci beaucoup d'avoir vulgarisé. Je vais juste reprendre celui-là de Et ensuite, l'idée, et Corinne, je voudrais surtout que tu nous fasses le lien, parce que comme on va faire quelque chose ce soir, nous c'est ça les tiers-lieux, on ne fait pas juste un truc pour faire un truc, on fait des choses pour rapprocher les gens et décloisonner. Donc ce soir, il y a bien une free party, et Corinne va nous mettre bien le niveau, mais en même temps, on a besoin de comprendre ce qu'on fait, et comme ça, le public qui verra ce soir que de 19h jusqu'à 3h du matin, il y a une free party dans une zone, en plus Vigipirate, ils vont se poser des questions, état d'urgence même, ils vont se dire mais comment ils ont fait tout ça? Donc voilà, c'est parce que en fait tout ce qu'on fait dans un tiers-lieu, ça a eu du niveau, on peut réunir des sociologues, on peut réunir des spécialistes, mais aussi plein de novices. Donc je suis pas plus long, qui a envie de poser un peu de questions, un témoignage? Il y a peut-être vous-même des teufeurs dans la salle qui ont connu là-dedans. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation? Ou il était trop clair, ou vous n'avez rien pigé, mais soyez francs. Alors dans ce cas-là, on commence avec Antoine. Merci. Bonjour à tous. Ça m'arrange ton intro parce que de toute façon j'avais fait une causerie, donc c'était ce que je voulais faire. J'ai juste une petite question. Alors, moi j'ai aussi fait ces petits voyages à travers les champs pour arriver à une teuf, etc. Je me suis aussi perdu là-dedans, comme tu racontais très bien, et c'était très drôle. Par contre, je me demandais, parce que
je me demandais ce qu'on allait faire là-bas en fait. Alors on allait danser, on allait faire la fête, mais en quoi cette fête-là est-elle subversive pour toi et en quoi elle est politique pour toi? Alors pour moi, elle est subversive, mais elle n'est pas politique. Du moins, elle n'est pas politique dans ses objectifs, elle était politique dans ses conséquences. Elle était subversive parce que il y avait l'idée que, là aussi, alors qu'on était... on est toujours le subversif de quelqu'un. Les raves, elles se sont créées contre l'ambiance formatée des clubs, et donc du coup ils avaient l'impression qu'ils étaient subversifs en créant ce lieu-là, etc. Et les free parties se sont créés aussi contre les raves en disant mais on va pas payer 150 francs ou plus tard 30 euros et pour écouter des gens et être juste un usager, alors que là on a l'impression qu'on peut participer si on a son bac de disques avec soi. Bon, maintenant tout le monde mixe à la clé USB, mais à l'époque on avait des gros bacs de disques avec des gros disques. Il fallait les trimballer dans la boue, dans les chambres. Mais passé une certaine heure de la nuit, on pouvait arriver, on pouvait demander le droit de jouer. Et puis on vous écoutait 2 minutes, si c'était pas trop mauvais, on pouvait vous laisser jouer une demi-heure, 1 heure. De toute façon, les autres DJ étaient fatigués. Donc c'est en ce sens-là qu'on cassait, ce que je disais au début, la division sociale du travail que l'on peut avoir dans d'autres lieux de musique. C'est ça la dimension subversive. Mais après, la dimension politique, dont moi je l'ai parlé, mais vous avez bien vu que je l'ai parlé du côté des institutions. C'était un problème politique pour les institutions, mais pour m'être beaucoup intéressé à ce milieu, quand on essayait de les amener sur le terrain du politique, on n'y arrivait pas, parce qu'ils ne voulaient pas. Quand il y a eu les lois Mariani, il y avait des règles de manifestations festives d'opposition qui, comme par hasard, réunissaient des règles des free parties qui réunissaient 15 000 personnes. Mais quand votre humble serviteur essayait de faire une manifestation place de la République 2 jours, on se retrouvait à Paris, on se retrouvait à 500. Et on était foudrage de voir qu'on n'arrivait pas à capter un public très nombreux qui venait à nos soirées vers un tout petit peu d'engagement politique, y compris pour défendre leur événement. En ce sens-là, c'était un public qui n'était absolument pas politisé, et je pense que ce milieu-là est impolitisant. Et c'est pas très grave. Alors, c'est ce que je voulais justement rebondir moi en tout cas sur ça. Moi je vois les tiers-lieux. Ça fait depuis le début que je n'arrête pas de dire il faudrait que même des gens du CAC 40 qui cherchent des nouveaux modèles économiques, des choses comme ça, s'inspirent de ce mouvement-là. Moi-même j'ai été aussi à des teufs à ce moment-là. Par contre, il faut être franc que là où je vois une grosse différence, et c'est moi la question que je voulais te poser en rond, ils sont tout niqués quoi. Moi des mecs, ils sont tout niqués. Des mecs qui sont capables de rester devant 20 kilos de son, comme tu l'as très bien dit. Par contre, j'adore le côté, c'est le concierge bienveillant, le dictateur bienveillant. Il ne regarde pas le dictateur, si tu veux. Donc c'est le DJ, il ne regarde pas le dictateur, comme dans un tiers-lieu, on ne regarde pas le concierge. On est plutôt là où se passe l'action. Mais les gens produisent des choses, tu vois, ils font des trucs. Alors c'est des tiers-jardins, c'est des trucs tout bizarres, mais ils font quand même des choses dans les tiers-lieux. Or, dans la free party pure que j'ai vue, et on a... récemment en tout cas, moi les premières free parties, il y avait même des villages, il y avait des trucs, j'aimais bien. Aujourd'hui c'est juste des mecs qui cherchent à se déchenailler la gueule et qui font ça. D'ailleurs depuis tout à l'heure on voit les images, ils sont tous déchenaillés et ils produisent rien en fait. Et donc j'imagine que par contre les organisateurs dont tu as fait partie, à votre manière, comme nous aujourd'hui dans les tiers-lieux, on veut changer quand même le monde, on veut laisser une trace, le politique. Et là j'ai l'impression que c'en est bien loin. Et oui, mais j'ai envie de dire que quelque part il faut l'accepter. C'est-à-dire que nous, les organisateurs, les sound systems, souvent étaient un peu comme ici, je l'imagine, très acteurs, à se poser des questions, à vouloir faire de la musique spécialement, à vouloir créer des dispositifs, à se questionner sur le prix libre, enfin à réfléchir à tout ça. Ça devait représenter, allez, on va dire 5-10% de la population de la free party, tous ces gens-là, avec le POSI autour qui fait grossir un petit peu le sound system lui-même. Et l'essentiel des gens qui venaient, en effet, ils venaient pour chercher autre chose. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça, en ce sens qu'évidemment, on leur offre un temps de transe, d'ivresse et de déconnexion avec parfois un coup en santé publique réelle. Sauf que j'ai la modestie de penser que si ça existe, c'est que ça répond à un besoin. Et même si ce besoin, dans son expression et dans son esthétique est assez laid, un shaper défoncé devant un mur de son, est-ce que la béquille qu'il construit là, si tu la lui supprimes, est-ce qu'il n'y a pas un retour du refoulé qui est encore plus problématique? Alors c'est toujours la question que je me suis posée, c'est-à-dire que, évidemment, qu'on voit, alors, il y avait de temps en temps quand même où on était responsabilisé et où quand on voyait une jeune maman abandonnée dans son monde et son bébé abandonné dans une poussette, alors on gérait nous-mêmes. On dit hop hop, toi tu vas là, bon, on prend là, tu te retrouves, etc. Parce qu'il y avait, mais il ne faut pas rêver. C'est pas nous qui créions ça.
nous, notre dispositif rendait ceci visible, mais qui devait avoir lieu ailleurs, dans des squats d'héroïnomanes, dans des maisons perdues au fin fond de tels endroits. Enfin, voilà. Et en même temps, on a aussi réinjecté dans ces dispositifs-là de la réduction des risques, des associations qui intervenaient sur la consommation de stupéfiants, ce qui ne se faisait pas forcément chez soi, à la maison, quand ces gens-là étaient isolés. Ce qui se faisait beaucoup, par contre, dès le début en Angleterre, quand même aussi. Je sais pas. Je ne sais pas, sur la question des réductions des risques en Angleterre dans les années 80, je ne sais pas. Moi, je dirais surtout aussi, c'est symptomatique d'une société aussi qui est répressive, qui est très consommatrice, et se redonner cet espace de liberté-là. Alors, tu vois peut-être en effet des gens qui sont chez père, comme on dit, mais il n'y a pas que ça. Tu vois, par exemple, on est en train de discuter, regarde, il est encore entier, moi aussi, toi aussi, déjà chaud. On est quand même nombreux à avoir participé à ça, et après il y a eu des reconversions positives aussi, des personnes qui s'étaient engagées là-dedans. Mais c'est quand même, ça a toujours existé, les cercles de sorcières ou de relations hommes, d'évacuation. Le carnaval et plein de fêtes populaires sont nécessaires pour exulter de toute notre problématique sociale et de certaines oppressions. Il est en ce moment, Lionel est pas mal sollicité en moment sur l'histoire des musiques électroniques et des free parties. Pourquoi ? Mais est-ce que notre liberté d'expression et notre liberté de voyager, de s'exprimer, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu atteinte en ce moment, au point où on a besoin justement de se réapproprier des espaces, des expressions nouvelles à la croisée de différents arts et en je ne peux pas la voir, je le fais moi-même. C'est ce qu'on a dans les tiers-lieux et c'est ce qui, je pense, aussi animer ces personnes-là. Parce qu'au-delà de la musique, il y avait la déco, il y avait des esthétiques qui se sont créées et il y a eu des croisements de personnes où après, en effet, que ce soit en termes de mode, de décoration ou d'autres choses, ça a donné des filières. Regarde, le vinyle est complètement en train de revenir. On parle du début des free parties il y a 15-20 ans. On a des résurgences maintenant. Mais regardez si je peux comparer avec ce public et vous qui êtes là. 90% d'entre vous viennent ici pour voir, pour avoir un événement et vont rentrer chez eux en ayant passé un bon moment sans que ça ne change rien à leur action, à leur vie, leur comportement, et c'est absolument pas grave, pas problématique. Et il y en a 1 sur 10 d'entre vous qui va tomber sur quelque chose, peut-être les logiciels libres qui vont le fasciner, peut-être la techno, peut-être la scie circulaire utilisée, qui va dire « Ah mais tiens, ça pourrait moi m'aider à me faire réfléchir ». Faut pas rêver, la capacité d'engagement et de recrutement dans un monde X ou Y, elle n'est pas énorme, la majorité des gens viennent là pour passer un bon moment et ça s'arrête. Et c'est valable pour tous les dispositifs, comme ça l'était valable pour celui-là. La majorité des gens venaient peut-être danser, peut-être vivre des multiples IRS, et puis après ils rentraient chez eux pour vivre le reste de leur vie. L'essentiel, c'est déjà, ne serait-ce que vous offrir un bon moment, c'est déjà pas mal, que ce soit ici ou que ce soit là, et de se dire que 1 sur 10 ou 1 sur 20 va peut-être rencontrer quelque chose qui va un peu changer sa vie, ma foi, c'est déjà pas mal. Et pour revenir un peu sur la soirée qui se prépare ce soir, donc qui est une free party, en tout cas un moment dédié à la musique techno et électro. Alors si on prend l'histoire, par exemple le son système, il appartient à une personne qui, sur des terrains privés, des fois fait ses petites rêves, free party, et puis les copains, des copains, des copains, des copains. Donc voilà, après il a un travail tout à fait à côté. Une autre équipe, un autre collectif de Stéphanois qui eux par contre sont vraiment professionnels de la profession en électro, c'est-à-dire qu'ils font tourner, ils font du VJing et ils se produisent. Les Lyonnais pareil, ils sont très structurés également sur l'ensemble. Et donc nous on invite ces 3 collectifs justement sur notre espace devant chez nous, au sein d'une magnifique cité du design quand même qui est historique aussi, à développer cette culture qui semble un petit peu en marge encore, mais qui, même si elle s'est popularisée et est devenue très démocratisée, à se mélanger et à voir comment on se mélange justement avec des gens de tiers-lieux qui sont plutôt des makers, des geeks, enfin qui viennent de tout profil. Et voilà, qu'est-ce que ça va donner cette osmose? Parce que justement, on a des communs, on se réapproprie les choses, on fait soi-même, on invente et voilà, on se crée ce grand mélange, en tout cas cette nuit dans cet espace, que la volonté aussi c'est que les Stéphanois puissent se réapproprier ce magnifique site qu'est la Cité du Design et anciennement la Manufacture d'Armes. J'aimerais attirer votre attention sur 2 mots utilisés et qu'est-ce qu'on met derrière? Professionnel et amateur. Professionnel, ça veut dire à la fois
le métier dont je vis, pour lequel je vends ma force de travail, ma production, et qui me permet, avec l'argent que je gagne, de vivre, professionnel, est bon. Un professionnel, c'est bon. Quand on est pro, c'est qu'on est bon. Amateur, ça veut à la fois dire j'aime, c'est là un terme positif, et à la fois pas très doué ou il sait pas très bien faire. Or, ce qui est intéressant dans ces questions de musique-là et d'appropriation, c'est que, évidemment qu'on peut être un professionnel de la profession et faire de la musique pour en vivre financièrement, mais ce qui oblige à être dans une organisation très particulière, alors que là, ces gens-là, dont je vous promets qu'ils avaient un talent indiscutable, qu'ils avaient être des amateurs au sens j'aime, mais ils étaient très bons dans leur domaine, mais avaient fait le choix de ne pas en vivre. Et d'ailleurs, forcément, ça se répercutait sur le modèle économique de l'événement. Si vous allez dans un club pour écouter de la techno, vous allez payer entre, je sais pas, 5 et 50 €. Si vous allez dans un festival professionnel, vous allez payer parfois même beaucoup plus. Mais ça sera très beau. Voilà. Et les gens vont vivre de ça. Et vous aurez à nouveau cette division sociale du travail, artistes, producteurs et usagers, spectateurs. Là, il y avait l'idée justement qu'il fallait être hors argent. Alors c'était pas tout à fait vrai, il y avait quand même des donations, il y avait quand même parfois des dealers de drogue qui eux étaient dans l'activité économique, il y avait parfois des gens qui vous vendaient des sandwichs très chers et très mauvais, et eux aussi quelque part produisaient une activité économique, mais il y avait aussi la volonté que ça ne soit pas l'organisation principale. On est un peu là-dedans dans les tiers-lieux. Tu redécouvriras le processus de l'exposition après, mais on arrive quand même avec Pôle d'emploi, parce qu'on vient tous à la fois soit créer une activité, soit réussir à s'extirper d'une qu'on est dans lequel on... De 2001-2002 avait rendu les free parties compliquées, mais les policiers intervenaient en extérieur. Donc du coup, il y a eu l'idée pour les sound systems, entre guillemets, de se réfugier dans des endroits où on ne pouvait pas les embêter de la même façon, et en l'occurrence, c'était les squats. Dans cette période-là, à Paris, vous aviez toute la région, tout l'espace du 13e arrondissement autour de la très grande bibliothèque, qui était entièrement en friche, parce que ça allait donner ce nouveau quartier qui est terminé maintenant, qui s'appelle le quartier Saint-Émilion, de la cour Saint-Émilion. Mais il y avait beaucoup de squats, puisque entre deux périodes immobilières, vous avez la possibilité de squatter des lieux qui sont voués à la destruction. Et dans ce cas-là, naturellement, les tuffeurs et les gens des free parties se sont réfugiés et ont été accueillis dans les squats ou les squatteurs, où ils ont rencontré des populations qui leur ressemblaient, mais pas tout à fait quand même, peut-être parfois plus déstructurées qu'eux, et avec des problèmes spécifiques, mais qui fait que, par exemple, moi j'étais acteur de réduction des risques pour Médecins du Monde à l'époque. C'est aussi parce qu'en entrant dans les squats pour continuer à faire notre travail de réduction des risques pour les tuffeurs, qu'on a rencontré des squatteurs qui avaient aussi leurs propres problèmes de santé sur lesquels on a pu intervenir. En fait, voilà aussi comment, au milieu des années 2000, pour des explications de réaction institutionnelle dont je vous ai parlé, mais les milieux des free parties et des squats se sont rencontrés et ont pu faire des métissages. Bah merci beaucoup Lionel, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Lionel est notre invité. On vous rappelle, on ne savait pas s'ils étaient en vente dans la Biennale, puisque vous avez aussi toute la partie magasin, où vous pourrez trouver tous les ouvrages des conférences qu'on vous présente. Donc n'hésitez pas, juste après, on va changer un peu le plateau pour parler maintenant donc, des friches industrielles. Lionel est avec nous. Je rappelle le programme, on fait vivre aux visiteurs en fait ce qu'on vit dans les tiers-lieux, puisque le tiers-lieu c'est un processus social. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce processus, rendez-vous à 15 h, juste devant l'entrée, on fait la visite du concierge, on vous expliquera tout ça. Toute la semaine en fait on fait des thématiques, donc là on est dans la thématique mode de vie et territoire, et juste avant on a fait les entreprises, les tiers-lieux, on a fait l'éducation et les tiers-lieux, et on attaquera la semaine prochaine le petit ramdam des tiers-lieux, où toute la communauté tiers-lieux francophone viendra se réunir à la Cité du Design.